vous êtes viré. Nous n'avons pas besoin de vous. C'est le message de mon père. Ma sœur a répondu, enfin. J'ai riposté par SMS, ça tombe bien, je viens d'annuler vos paiements. À minuit 5, le groupe de discussion familiale s'est enflammé avec 47 nouveaux messages et une panique générale. Je n'aurais jamais imaginé que la rupture avec ma famille ressemblerait à une rupture amoureuse. Ce ne fut pas une dispute dramatique, pas de cris pendant le dîner de Noël ou de confrontation houleuse sur l'allée. Non, cela s'est passé de la manière la plus anticlimatique possible. Un seul message de mon père est apparu sur notre discussion de groupe alors que je me brossais les dents. Tu es viré. Nous n'avons plus besoin de toi. J'ai ri en le voyant, comme si c'était une blague. Il n'avait jamais envoyé quelque chose comme ça avant. Ce type envoyait à peine des SMS, à moins que ce ne soit pour me demander de virer de l'argent sur leur compte ou pour me rappeler de chercher les médicaments de ma mère pour le cholestérol. J'ai fixé le message, clignant des yeux, attendant un suivi, comme « lol » ou « je plaisante ». Mais il n'est jamais venu. Puis ma sœur a bondi comme si elle avait attendu toute sa vie ce moment précis. Enfin. Celui-là m'a fait un peu plus mal. Elle et moi n'avions jamais été proches, mais je ne réalisais pas qu'elle me haïssait réellement. J'avais payé son loyer 2 fois, payé ses manuels universitaires et même aidé à lui trouver une voiture d'occasion quand la sienne a été démolie. Elle avait dit « merci » une fois par SMS. Le silence qui a suivi a duré peut-être 3 secondes. Puis j'ai riposté par SMS, ça tombe bien. Je viens d'annuler vos paiements. Et juste comme ça, j'avais terminé. Je suis allé à la cuisine, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise au comptoir, regardant le groupe de discussion sur mon téléphone s'illuminer comme s'il avait pris feu. À exactement minuit 5, j'avais 47 nouveaux messages en attente. Je ne les ai pas lus tout de suite. Je voulais rester un peu plus longtemps dans le silence. C'était la première fois depuis des années que je me sentais avoir un quelconque pouvoir dans cette famille, car ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que j'avais maintenu leur petit monde ensemble bien plus longtemps qu'ils ne voulaient l'admettre. Cela a commencé lentement, comme toujours. Ma mère a subi une opération du genou il y a 5 ans et avait besoin de quelqu'un pour la conduire à la kinésithérapie 2 fois par semaine. Mon père était trop occupé par le travail. Ma sœur était à l'université et ne voulait pas perdre ses quarts de travail du week-end, alors j'ai pris le relais. Puis sont venues les livraisons d'épicerie, les formalités d'assurance. La fois où j'ai quitté le travail en plein milieu d'une réunion parce que ma mère avait oublié ses médicaments et était trop anxieuse pour prendre le bus. La première fois que j'ai payé une de leurs factures, c'était parce que l'euro avait été coupé et qu'ils n'avaient pas le temps d'aller au bureau. Cela est devenu une habitude. D'une certaine manière, je suis devenu le fonds d'urgence, le service de transport, la ligne d'écoute de soutien émotionnel et l'assistante non rémunérée, tout en un. Mais je n'ai jamais dit non. Pas une seule fois. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était ce que fait une famille. On ne compte pas les points, jusqu'à ce qu'ils le fassent. Quand mon père a été promu il y a 1 mois, tout a changé. Ce n'était pas une petite augmentation. Il gagnait soudainement de l'argent pour la première fois depuis des années. Je ne l'ai découvert que parce que ma tante l'a mentionné lors d'un barbecue. Ce soir-là, je lui ai envoyé un SMS de félicitations et j'ai reçu un emoji pouce levé en retour. Rien de plus. En 1 semaine, les demandes ont commencé à se tarir. Ma mère a annulé notre café hebdomadaire. Ma sœur a cessé de répondre à mes nouvelles. Plus de « peux-tu nous aider avec » ou « peux-tu envoyer » juste un silence radio. Je pensais que peut-être il s'en sortait enfin seul. Il s'avère qu'il n'avait tout simplement plus besoin de moi. Cette prise de conscience a frappé fort. Le pire n'était pas le message lui-même. C'était le côté désinvolte de celui-ci. La façon dont ils m'ont largué comme un vieux manteau qui prend de la place dans le placard. Pas d'explication, pas de gratitude, juste « tu es viré ». J'ai passé le reste de cette nuit à faire une liste de tous les comptes, abonnements et paiements récurrents liés à moi. Leur forfait téléphonique à mon nom, le Spotify Premium de mon père, le Kindle Unlimited de ma mère, le compte Netflix que ma sœur utilisait plus que quiconque, tout moi, un par un. Je suis allé sur l'application bancaire et j'ai annulé les virements mensuels que j'envoyais pour aider avec l'épicerie et les services publics. Je me suis connecté au calendrier familial et je me suis retiré. J'ai supprimé le groupe de discussion de mes favoris, je les ai supprimés des listes de contacts d'urgence, je les ai empêchés d'utiliser mon compte Uber, j'ai même changé le mot de passe du compte Ulu qu'ils utilisaient tous les dimanches soirs.
Je ne pense pas qu'ils aient réalisé combien de fils invisibles je tenais jusqu'à ce que je les coupe. À minuit 10, après avoir nettoyé le dernier compte, j'ai finalement ouvert les messages. Ma mère était passée de confuse à paniquée. Que veux-tu dire par annuler? Quel paiement? Mon père essayait de paraître dur. Nous nous en sortirons sans toi. Ma sœur, toujours la star du drame inutile. Tu es une petite égoïste. J'espère que ça en valait la peine. Et puis, bien sûr, est venue la carte de la culpabilité. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce qu'ils avaient fait. J'ai fermé l'application sans répondre. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je n'avais dormi depuis des années. Le lendemain matin des messages, je me suis réveillé avec le genre de silence qui est troublant, pas paisible, vide, comme si quelque chose avait été arraché de l'air. J'ai fait du café, ouvert mon téléphone et fixé le groupe de discussion. 63 messages non lus. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai juste laissé là, bourdonnant de temps en temps comme une mouche mourante sur le rebord de la fenêtre. Je savais ce qu'il y aurait dans ces textes. Voyage de culpabilité, exigence, histoire révisionniste. Finalement, la curiosité a gagné, à commencer par ma mère. Tu vas vraiment faire ça à ta propre famille? Je n'arrive pas à croire à quel point tu es ingrate. Nous t'avons élevé pendant des années. Des années, Charlotte. Puis cela s'est transformé en menace. Tu dois rendre tout ce que tu as qui vient de nous. Cette voiture, les meubles, les choses que nous t'avons données quand tu as déménagé. Et puis enfin, tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. C'est ce qui a tout déclenché. Cela ne m'a même pas mis en colère. Juste vide. Le genre de message que l'on attendrait d'un propriétaire, pas de sa mère. Cette voiture, je l'ai achetée. Chaque paiement est sorti de mon compte. Le canapé, un truc marron d'occasion qu'ils m'ont donné parce que leur nouveau était livré et qu'ils ne voulaient pas payer les frais de déménagement. Tout ce qu'ils m'ont donné. C'était risible. Si nous comptions les points, ils me devaient des années de loyer, de trajets, d'épicerie, de temps libre du travail, de vacances annulées, de courses à la pharmacie tard le soir et de week-ends passés à garder les enfants de ma sœur pour qu'elle puisse se vider la tête. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Je n'ai même jamais demandé de remerciement. Mais ils avaient raison sur une chose. Je ne faisais plus partie de la famille. Alors, je l'ai officialisé. D'abord, les serrures. J'ai réservé un serrurier cet après-midi-là. Il est venu 1 heure plus tard. Je n'ai pas seulement changé la porte d'entrée. J'ai changé la porte latérale, le clavier du garage, même la stupide petite serrure de l'abri de jardin. Toutes les clés de rechange auxquelles ils auraient pu avoir accès. Je les ai toutes récupérées. Il y en avait encore une sous le faux rocher dans le jardin. Je l'ai prise, l'ai placée sur l'allée et l'ai écrasée avec un marteau. Puis je suis passé au numérique, je me suis connecté à tous les comptes avec lesquels je les avais aidés, l'abonnement Amazon Prime que je les avais laissés utiliser. D'où le portail d'assurance en ligne pour les médicaments de maman, que j'avais créé sous mon email, j'ai changé le mot de passe, chaque service de streaming a disparu, chaque paiement automatique a été arrêté, leur compte Uber, qui utilisait toujours mon ancienne carte de crédit. Le calendrier familial que j'avais géré pendant des années, les rendez-vous chez le médecin, les visites chez le vétérinaire, les anniversaires, supprimés. Il m'a fallu environ 2 heures pour m'effacer de leur vie. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai ouvert la boîte inifugée que je garde dans le placard, celle avec tous mes papiers, relevés bancaires et contrats, et j'ai sorti un dossier étiqueté « Urgence ». À l'intérieur se trouvait le numéro de Marc, mon avocat. Je l'avais engagé il y a 2 ans après un problème avec un client indépendant qui avait essayé de me voler mon paiement. Je l'ai gardé en permanence depuis. Je lui ai tout raconté, chaque virement, chaque compte, chaque facture que j'avais payée au cours des 5 dernières années. J'ai demandé ce qu'il pourrait essayer de réclamer. Il m'a dit de garder des traces de tout, ce que j'avais fait. J'étais le genre de personne qui gardait les reçus. Toujours. Je ne faisais pas confiance à la mémoire. Vous êtes couverte, a-t-il dit. Mais je les surveillerai. Et c'est alors que quelque chose a changé en moi. Je n'étais plus seulement blessé. J'étais alerte. Car je les connaissais, je savais comment fonctionnaient leurs esprits. Quand des gens comme ça se sentent suffisamment légitimes sur vous pendant assez longtemps, ils ne savent pas comment gérer le rejet. Ils réécrivent l'histoire. Soudain, vous êtes le méchant,
vous leur devez, vous les avez trahis. Peu importe ce que vous avez fait pour eux. Au moment où vous arrêtez, ils le dépeignent comme si vous aviez toujours été le problème. Effectivement, quelques jours plus tard, ma cousine m'a envoyé une capture d'écran d'un post Facebook de ma mère. C'était un petit truc vague et manipulateur avec un fond pastel et une police cursive. Parfois, l'enfant pour lequel on se sacrifie le plus est celui qui vous tourne le dos quand vous en avez le plus besoin. Les commentaires affluaient. Tellement désolé que tu traverses ça, Sandrine. Les jeunes d'aujourd'hui sont si égoïstes. Tu as fait de ton mieux. Que s'est-il passé? Elle n'a pas répondu à celle-là. Bien sûr, elle a juste dit que c'était trop douloureux d'en parler. S'il vous plaît, priez. Elle savait ce qu'elle faisait. Je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas corrigé le tir. Cette partie de moi, la partie qui voulait expliquer, justifier, prouver mon point de vue, avait disparu. Laissez-les raconter leur histoire. J'avais mes reçus et la vérité. Pendant environ 2 semaines, ce fut un calme béat. Pas de SMS, pas d'appel. Pas de ma sœur, pas des gens qui venaient demander des faveurs parce que, tu es la seule qui comprend, Charlotte. J'ai commencé à penser que c'était peut-être vraiment fini. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas, car quand on coupe les ponts avec des gens qui ont l'habitude de vous saigner à blanc, ils ne passent pas à autre chose. Ils complotent. Et un matin, j'ai ouvert mon placard, j'ai cherché un vieux livre dans lequel je cachais de l'argent quand j'étais enfant, juste au cas où, et je n'ai rien senti à l'intérieur. J'ai feuilleté les pages. D'accord. J'ai vérifié encore, puis encore, mes mains ont commencé à trembler. 20 000 €. Disparus. C'est là que j'ai su qu'ils étaient entrés chez moi. C'était un jeudi matin que cela s'est produit. Le genre de matin qui ne semble rien jusqu'à ce qu'il devienne tout. J'avais crevé un pneu la nuit précédente, alors j'avais décidé de travailler de chez moi. Vers 11 h, je suis allé dans mon placard pour sortir un vieux dossier avec des papiers pour mes impôts. Le dossier était derrière une rangée de livres que je ne touchais plus. Ma collection d'adolescence de romans des Brontë et d'anthologies de poésie abîmée. Un livre en particulier se distinguait. Léo de Hurlevent, épais, relié, lourd de plus que du simple papier. Ce n'était pas un livre, pas vraiment. C'était un coffre-fort. Je l'avais évidé quand j'avais 14 ans, découpant le centre avec un vieux couteau X-Acto dans ma chambre. À l'époque, il contenait de l'argent d'anniversaire et des notes que je ne voulais pas que ma sœur lise. En vieillissant, l'habitude est restée. Même après avoir ouvert un vrai compte d'épargne, j'aimais savoir que j'avais de l'argent liquide à portée de main, mon argent, au cas où. Au fil des ans, je l'ai accumulé petit à petit. Chaque fois que j'obtenais un bonus en freelance ou un remboursement inattendu, j'en rajoutais. 20 ici, 50 là. Personne ne savait qu'il existait, pas même mes amis, juste moi et peut-être, juste peut-être, ma mère. Il y a des années, quand j'ai emménagé dans cette maison, elle m'avait aidé à déballer. Elle avait ramassé le livre et avait ri quand il lui avait semblé trop léger, l'avait feuilleté, avait fait un commentaire sur la façon dont j'étais rusé. J'avais ri avec elle. Je n'y avais pas pensé à 2 fois. Vous le saurez quand j'ai ouvert ce livre, il était vide. J'ai vérifié encore, feuilleté chaque page, je l'ai secoué. Rien. Puis j'ai vérifié les autres livres. Les tiroirs sous le plancher où j'avais autrefois caché une carte d'anniversaire. Chaque endroit qui avait contenu quelque chose d'important a disparu. Tout. 20 000 € disparus. Et pas une seule serrure n'était cassée. Aucune porte forcée. Aucune fenêtre fissurée. Aucun signe d'effraction. J'ai su alors ce qui s'était passé. Je le savais. De la même manière. Vous savez, un verre est sur le point de tomber avant qu'il n'atteigne le sol. Ils ont utilisé la clé, pas la clé de la porte d'entrée. J'avais changé toute celle-là après qu'il m'ait coupé. Mais j'avais oublié la porte du sous-sol. Elle avait une vieille serrure extérieure que nous n'utilisions pas beaucoup, et je n'avais pas eu le temps de la remplacer. J'avais donné cette clé à mon père quand il était venu il y a 2 hivers pour voir une fuite. Je ne l'ai jamais redemandé. Il l'avait toujours. Ils sont entrés. Silencieux, propres, chirurgicaux, droit vers la cachette, entrée et sortie. Ce détail m'a plus glacé que l'argent manquant. Ils n'étaient pas venus pour détruire quoi que ce soit.
Ils n'ont pas pris la télévision ou mon ordinateur portable. Ils sont venus pour une chose, l'argent liquide. Et ils savaient exactement où le trouver. Je suis resté assise sur le sol pendant longtemps. Ne pleurant pas, ne criant pas, juste fixant le livre vide comme s'il pouvait changer d'avis et le rendre. Puis je me suis levé, j'ai verrouillé la porte du sous-sol manuellement et j'ai appelé la police. Ils ont envoyé un agent de patrouille pour prendre le rapport. Il était compatissant mais honnête. Sans surveillance ou signe d'entrée forcée, il serait difficile de porter plainte. Je leur ai donné des noms quand même. Je leur ai dit qui, selon moi, l'avait fait, comment ils seraient entrés, ce qu'ils auraient pris. Quand il est parti, j'ai appelé Marc, mon avocat. Il est venu le lendemain matin, a apporté un carnet de notes, a posé des questions et avait l'air plus furieux que moi. Vous avez des relevés des retraits d'argent, et la preuve que l'argent existait, qu'il était dans la maison. J'ai sorti la photo. Il y a des années, j'avais pris une photo du livre et vidé comme une blague pour un ami. Elle montrait la cachette à moitié pleine avec une légende qui disait « Ma paranoïa d'adolescente à payer ». C'était suffisant pour Marc. Il a rédigé une lettre le jour même. Une demande de remboursement des fonds volés avec un délai de 5 jours, où nous déposerions une plainte pour vol civil et poursuivions le recouvrement devant les tribunaux. La lettre était directe, sans émotion et froide d'une manière qui m'a fait sentir pour la première fois depuis longtemps que j'avais une véritable armure. J'ai envoyé la lettre par courrier recommandé. Puis j'ai attendu. 2 jours plus tard, ma sœur a rompu le silence. Pas mes parents, ma sœur. Elle m'a envoyé un message directement. Sérieusement, tu poursuis maman et papa? Tu as perdu la tête? Ils ont des difficultés. Tu as de l'argent. Quel est le problème? C'était si désinvolte, si dédaigneux. Comme si c'était juste un malentendu. Comme si cet argent leur était dû. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, elle a suivi. Tu es cruel. Tu sais, il n'aurait pas fait ça s'il n'était pas désespéré. Tu fais toujours partie de cette famille, que tu le veuilles ou non. J'ai fixé cette dernière phrase pendant longtemps. Toujours partie de cette famille. C'est là que j'ai compris que pour eux, la famille ne signifiait pas l'amour. Cela signifiait l'accès. Accès aux faveurs, accès à l'argent, accès à moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient jamais vu comme une fille. Ils m'ont vu comme une ressource. Et maintenant, cette ressource ripostait. Ils n'allaient pas laisser passer ça sans se battre. Et moi non plus. Le 5e jour après l'envoi de la lettre de mise en demeure par Marc, j'ai reçu l'email de confirmation qu'ils l'avaient bien reçu, avec signature visuelle. Toujours aucune réponse de leur part. Pas d'appel, pas d'excuses, pas d'explication, juste un silence lourd de sens. Je pensais qu'ils temporisaient, essayant de trouver quoi faire. Peut-être qu'ils cherchaient l'argent. Peut-être qu'ils étaient embarrassés. Mais cette illusion s'est brisée 2 jours plus tard. Je préparais le déjeuner quand quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée, pas à frapper, à taper fort. Je n'ai même pas eu besoin de regarder. Je savais déjà que c'était ma sœur. Elle ne m'avait pas contacté directement depuis des semaines, à part ce SMS pour me faire culpabiliser. Maintenant, elle était devant ma maison à crier comme si nous étions dans une émission de télé-réalité. Tu fais ça sérieusement? Tu poursuis maman et papa. Je suis resté derrière la porte, hors de vue. Je l'ai laissé crier. Je ne lui donnais pas la satisfaction d'une dispute en face à face. C'est leur famille, Charlotte, on ne poursuit pas sa propre famille. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. Tu sais pourquoi ils l'ont fait? Tu sais qu'ils ne l'auraient pas fait s'ils n'en avaient pas eu besoin. Je n'ai toujours rien dit. Puis elle a dit la partie qui m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils ne l'ont pris que parce qu'ils savaient que tu le leur cachais. J'ai arrêté de respirer. Ce n'était pas une supposition. C'était un lapsus. Elle venait de l'admettre. Elle a essayé de faire machine arrière, criant quelque chose à propos d'avoir été poussée à bout, et « tu as toujours été égoïste ». Mais j'avais déjà entendu ce qu'il fallait. Finalement, elle est partie, marmonnant des jurons assez forts pour que les voisins les entendent. J'ai appelé Marc immédiatement. Nous allons de l'avant, ai-je dit. Il n'a pas hésité. En moins de 24 heures, il a déposé la prochaine série d'actions en justice, vol civil, demande de restitution et remboursement des frais de justice.
Ce n'était plus seulement un coup de semonce. Nous allions nous engager. Et c'est là que mes parents ont finalement répondu, mais pas par des excuses. Par l'intermédiaire de leur avocat, ils ont admis avoir pris l'argent, mais ont affirmé que ce n'était pas un vol. C'était un remboursement. Ils ont soutenu que l'argent que je gardais chez moi était, selon leurs propres termes, une partie de dette familiale longtemps impayée. Mon père a dit que j'avais bénéficié financièrement et émotionnellement de décennies de soutien, et qu'il était raisonnable pour eux de réclamer une partie de cela maintenant qu'ils étaient dans le besoin. Ma mère a affirmé que s'occuper de moi jusqu'à l'âge adulte leur avait imposé un fardeau financier pour lequel ils n'avaient jamais été compensés. Ils ont cité d'anciennes factures d'épicerie, des services publics de quand j'habitais chez eux, et même l'usure de leur véhicule due à des années de courses et de rendez-vous. C'était risible jusqu'à ce qu'ils aillent plus loin. Ils ont déposé une contre-plainte. Ils me poursuivaient pour soutien et services accumulés impayés. Ils ont dressé un tableau des coûts qu'ils croyaient que je leur devais. Une partie était entièrement inventée, une partie déformée au-delà de toute reconnaissance. Ma sœur a même inclus une demande de détresse personnelle pour avoir été exposée au comportement toxique d'une sœur. Elle a exigé une compensation. Je me suis assise dans le bureau de Marc, tenant ses papiers comme s'il venait d'une autre planète. C'est fou, ai-je dit. Il n'a pas été en désaccord. C'est stratégique, a-t-il dit. Ils espèrent que vous allez paniquer, abandonner votre plainte et régler ça en privé. Il s'agit de vous faire peur. Mais l'effet fut l'inverse. Je me sentais lucide. Ils ne m'avaient pas seulement volé. Ils voulaient renverser l'histoire, tordre la vérité jusqu'à ce que je sois la méchante. Et plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point ils avaient déjà fait cela. Comme lorsque j'ai arrêté de leur donner de l'argent tous les mois et qu'ils ont prétendu que je leur refusais de l'aide, ou lorsque je n'ai pas conduit ma mère à son rendez-vous avec un préavis de 2 heures, et qu'elle a dit à la famille que je l'avais abandonnée. Chaque fois que j'établissais une limite, ils appelaient ça une trahison. Et maintenant, ils essayaient de m'enterrer sous des papiers et de fausses allégations. Alors, j'ai commencé à me préparer. J'ai passé en revue mes dossiers, j'ai sorti des relevés bancaires, des captures d'écran, de vieux emails. J'ai fouillé des années de reçus, de calendriers, de virements financiers. J'ai construit une chronologie. Pendant ce temps, quelque chose d'autre se passait auquel ils ne s'attendaient pas. Les gens étaient au courant. Ma cousine m'a contacté, puis ma tante, puis une femme avec qui ma mère jouait aux cartes au centre communautaire. L'histoire fuyait parce que ma sœur ne pouvait pas tenir sa langue. Elle se plaignait à quiconque voulait l'écouter, essayant de susciter la sympathie. Mais cela ne fonctionnait pas parce que plus les gens entendaient, pire cela sonnait. Ils ont pris quoi? Ils sont entrés chez elle par effraction, ils ont volé ses économies, et maintenant ils la poursuivent en justice. Cela se répandait discrètement mais rapidement, et mes parents commençaient à le sentir. Ma tante m'a appelé en larmes, a dit qu'elle avait confronté ma mère, et ma mère avait craqué, disant que j'essayais de détruire la famille, que je tordais les choses pour les faire passer pour des monstres. Mais je n'avais rien à tordre. Ils avaient tout fait seuls. Marc a appelé plus tard cette semaine-là avec d'autres nouvelles. La comptabilité légale de leurs finances, oui, nous l'avons demandé, a montré qu'ils ne luttaient pas. Pas du tout. Ils avaient de l'argent sur des comptes de retraite, un bien locatif payé, et plusieurs mois d'économies intactes. Ils ne se noyaient pas. Ils étaient juste en colère de ne pas avoir accès aux miens. Ils n'ont pas fait cela parce qu'ils avaient besoin d'argent, a dit Marc. Ils l'ont fait parce qu'ils se sentaient en droit de le faire. Il avait raison. Il ne s'agissait jamais de désespoir. Il s'agissait de contrôle. Et maintenant, avec la vérité qui se dévoilait en public et la date du procès qui approchait, ce contrôle leur échappait. Ils n'allaient pas laisser cela se produire sans faire de bruit. Et je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient devenir laides. La fin n'est pas venue dans une salle d'audience. Elle est venue dans des murmures, des captures d'écran et une humiliation publique. Après que mes parents ont déposé la contre-plainte, tout a commencé à fuir. Je n'ai rien dit à personne, mais ma sœur ne pouvait pas se taire. Elle avait trop besoin de validation. Elle a raconté à une cousine sa version des faits, comment j'étais devenue folle et j'avais poursuivi nos propres parents pour un malentendu. Mais ensuite, cette cousine a partagé les messages, les vrais messages, et soudain l'histoire ne collait plus. Cela s'est répandu comme une traînée de poudre. Le SMS de mon père, tu es viré. Nous n'avons plus besoin de toi. La réponse de ma sœur, enfin.
Ma réponse, ça tombe bien. Je viens d'annuler vos paiements. Tout s'est retrouvé dans notre groupe de discussion familiale élargi. Et de là, cela a été plus loin. Chez d'anciens amis de la famille, chez les voisins, même chez des gens de leur église. En quelques jours, la réputation parfaite de mes parents s'effondrait au ralenti. Ma tante m'a appelé en premier, sa voix mêlant incrédulité et fureur. « Charlotte, c'est vrai? Ils t'ont pris de l'argent? » Je ne l'ai pas nié. Je ne l'ai pas expliqué non plus. J'ai juste dit, une affaire est en cours. Tout sera révélé bientôt. Ce silence au bout du fil m'en a dit assez. Elle savait. À la fin de la semaine, les gens parlaient. Quelqu'un m'a envoyé une photo de ma mère au supermarché du coin se disputant avec une femme près du rayon des fruits et légumes. La femme avait demandé, « C'est vrai que vous avez volé votre fille ?» Ma mère a apparemment éclaté en sanglots et a laissé le chariot derrière elle. Cela aurait été triste si ce n'était pas si prévisible. Ils avaient construit toute leur identité autour du fait d'être la bonne famille. Ceux qui organisaient les fêtes, donnaient à l'église, postaient des photos souriantes tous les dimanches matins. Maintenant, tout le monde savait que c'était une mascarade. Marc, mon avocat, était implacable. Chaque email de sa part était une avancée. Il avait trouvé la preuve que mes parents n'étaient pas du tout en difficulté financière, plusieurs comptes, un bien locatif, même un fonds d'investissement. L'idée qu'ils avaient eu besoin de l'argent était un mensonge. Ils n'avaient pas été désespérés. Ils avaient été avides. Cela m'a mise plus en colère que le vol lui-même. Ils auraient pu demander de l'aide. J'aurais pu dire oui même après tout. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste pris. L'audience était prévue pour la semaine suivante, mais avant même qu'elle ne commence, leur avocat a pris contact. Il avait l'air fatigué, presque vaincu. Il a dit qu'il voulait régler ça discrètement. Il rendrait le montant total plus une partie de mes frais de justice si j'acceptais la confidentialité. Marc m'a regardé de l'autre côté de la table. « C'est à vous de décider, » a-t-il dit. « Vous avez déjà gagné techniquement. Cela décide juste à quel point cela devient public. » Je n'ai même pas hésité. « Pas d'accord, » ai-je dit, « nous allons finir ça correctement. » Il a souri à peine. « C'est ce que je pensais que vous diriez. » 3 jours plus tard, nous avons reçu la notification officielle. Ils retiraient leur contre-plainte, restituaient les 20 000 € en totalité, couvraient une partie des frais et fournissaient un aveu écrit d'avoir pris l'argent sans consentement explicite. C'était l'équivalent juridique d'agiter un drapeau blanc. Ils ne s'étaient pas excusés. Ils n'avaient même pas appelé, mais ils avaient été forcés d'admettre la vérité sur papier où elle ne pouvait pas être tordue ou réécrite. C'était suffisant. Marc et moi avons signé les papiers le lendemain matin. Dès que le dossier a été déposé, j'ai viré ses honoraires et j'ai fermé le dossier qui avait traîné sur le comptoir de ma cuisine pendant des semaines. L'affaire était classée. Mais les conséquences ne l'étaient pas, car une fois que l'accord est devenu public, le reste de l'histoire s'est répandu. Les gens qui avaient autrefois défendu mes parents ont cessé de leur rendre leurs appels. Les voisins ont cessé de les saluer. Même leur pasteur les aurait encouragés à prendre un peu de distance de la congrégation. En d'autres termes, ils ont été discrètement exilés. Je n'ai pas célébré. Il n'y avait rien à célébrer, juste une sorte de calme épuisé, un silence qui n'était pas paisible, mais définitif. L'argent est réapparu sur mon compte 10 jours plus tard. J'ai fixé les chiffres, me souvenant à quel point j'avais travaillé dur pour chaque euro. J'aurais dû me sentir soulagé, mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Le soir même, ma sœur m'a envoyé un SMS, « Heureuse maintenant ? Tu as gagné. » Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste du ressentiment. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro. Puis j'ai fait de même pour mes parents. J'ai changé mes serrures à nouveau, j'ai même installé un système de caméra. Je voulais être absolument certaine qu'ils ne franchiraient plus jamais ce seuil. Une semaine plus tard, j'ai eu une dernière nouvelle. Leur propriété locative, celle qu'ils utilisaient comme revenu secondaire, avait échoué. Les locataires avaient déménagé après avoir découvert ce qu'ils avaient fait. Apparemment, ils ne voulaient pas louer au couple qui avait volé sa propre fille. C'est là que j'ai réalisé que le karma ne s'abat parfois pas d'un coup. Parfois, il démantèle les gens lentement, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne leur reste exactement que ce qu'ils méritent. Le silence, la honte, et l'un l'autre. Ça aurait dû faire du bien, mais non.
Gagner contre sa propre famille ne ressemble pas à une victoire. Cela ressemble à couper un membre pour arrêter l'infection. Quand les gens me demandent ce que j'en ai appris, je ne leur donne jamais toute l'histoire. Je dis juste ceci. Si vos propres parents sont prêts à vous voler de l'argent, vous ne verrez plus jamais l'amour de la même manière. Parce qu'une fois que les gens qui vous ont élevé prouvent qu'ils préfèrent votre portefeuille à votre confiance, vous commencez à vous demander si quelqu'un, ami, amant, n'importe qui, est vraiment en sécurité à laisser entrer. Cela aurait été plus facile s'ils avaient simplement disparu, s'étaient estompés en arrière-plan, avaient appris la leçon, s'étaient assis dans leur honte et étaient passés à autre chose comme des gens normaux avec le moindre brin de décence. Mais ce n'est pas comme ça que les gens comme eux fonctionnent. Pendant quelques semaines après le règlement, ce fut le calme. Pas de messages, pas de signes, plus de manœuvres juridiques ridicules. L'argent était de nouveau sur mon compte. Leur nom était bloqué dans mon téléphone. J'avais installé de nouvelles serrures, un système de caméra, et je m'étais assuré qu'il n'existait plus une seule clé en dehors des miennes. Cela aurait dû être fini, mais les gens comme mes parents ne savent pas quand partir. Cela a commencé par de petites choses. Une carte d'anniversaire par la poste, non signée. Mais j'ai reconnu l'écriture, la même cursive pétillante que ma mère utilisait quand elle me laissait des mots dans ma boîte à lunch. Un email à mon compte professionnel, provenant d'une adresse jetable, avec juste la ligne d'objet « Es-tu heureuse maintenant ?» Puis une cousine a appelé pour dire qu'elle avait croisé ma mère à la banque. Apparemment, ma mère racontait toujours aux gens que nous traversions juste une mauvaise passe. Que tout cela avait été un grand malentendu qui avait dégénéré. Qu'elle espérait qu'un jour Charlotte retrouverait ses esprits et reviendrait à la maison. À la maison. Comme si cet endroit avait jamais été sûr. Mais le vrai point de rupture est arrivé un dimanche après-midi de la fin de l'automne. Je venais de rentrer d'une longue randonnée, l'air vif, les feuilles à moitié mortes sur les arbres. J'ai tourné dans ma rue et j'ai vu une voiture familière garée juste après mon allée. Honda marron, bosse sur le pare-chocs arrière, plaque d'immatriculation avant légèrement de travers. La voiture de mon père. J'ai figé au milieu de la rue, juste là, la sueur séchant sur ma nuque, les mains toujours serrées autour de ma bouteille d'eau vide. Ma mère est sortie la première, comme si c'était normal, comme si elle était juste passée par là et avait pensé à dire bonjour. Elle avait l'air plus âgée, plus mince, les cheveux plus gris que dans mon souvenir. Elle a souri comme si rien ne s'était passé. Mon père est resté au volant. Bien sûr, il l'a fait. Elle a commencé à marcher vers moi lentement, prudemment, les mains jointes devant elle comme si elle se faisait petite, non menaçante. Elle s'est arrêtée à environ 3 mètres, juste en dehors de la limite de ma propriété. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas cligné des yeux. Elle a dit mon nom une fois. Je n'ai rien dit. Puis elle a dit, pouvons-nous parler ? Juste parler. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il pensait toujours qu'il y avait une version de cette histoire où il pourrait être pardonné, où je les laisserais expliquer, pleurer, peut-être offrir des excuses tremblantes, et nous retournerions tous à jouer à la maison. Il ne comprenait pas la différence entre blessé et fini. Je n'étais plus blessé. J'étais fini. Je me suis retourné et je suis reparti par où j'étais venu. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai même pas regardé en arrière. J'ai fait le tour du pâté de maison, je suis revenu et j'ai attendu au coin jusqu'à ce que je voie leur voiture partir. Plus tard cette nuit-là, elle a laissé un message vocal. C'était court. Nous voulons juste arranger les choses. Nous n'avons pas réalisé à quel point cela irait loin. Elle n'avait toujours pas compris. Cela n'est allé nulle part. C'est eux qui l'ont mené là. Ils ont ouvert cette porte, franchi cette ligne, vidé ce livre, et ont ensuite eu le culot d'agir surpris quand je n'ai pas cédé comme avant. Le lendemain matin, j'ai changé mon numéro. Le même jour, j'ai mis ma maison sur le marché. 3 semaines plus tard, elle était vendue. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, une nouvelle maison, de nouvelles serrures, aucune trace d'eux. Je me suis assuré que même le réacheminement du courrier n'incluait pas leur nom de famille. J'ai changé mes contacts d'urgence, rédigé un nouveau testament, tout mis à jour. Une page blanche. Ils ne savent pas où je vis maintenant. Ils ne le sauront jamais. Le livre évidé est venu avec moi, mais il ne contient plus d'argent. Maintenant, il contient des copies de tout. Le procès, l'accord, les journaux de mai, les SMS. Je le garde non pas parce que j'ai peur, mais parce que j'ai fini d'expliquer.
Si quelqu'un essaie un jour de réécrire cette histoire, j'ai le script original. Et les gens ont essayé de le réécrire. Une ancienne voisine m'a appelé une fois, elle a dit qu'elle avait vu ma mère pleurer sur son porche, disant qu'elle manquait sa fille. Elle m'a demandé si je pouvais peut-être trouver dans mon cœur de leur parler à nouveau. Je lui ai dit que j'avais trouvé dans mon cœur de partir et de ne pas regarder en arrière. C'était la dernière fois que quelqu'un me posait la question. Le plus drôle, c'est que les gens comme mes parents comptent sur le silence. Ils comptent sur le fait que la plupart des enfants ne parleront pas de ce qui se passe à huis clos. Qu'ils protégeront l'image, ravaleront la douleur, les laisseront porter le récit parce que c'est plus facile que de tout détruire. Mais ils ont choisi la mauvaise fille pour cela. Ils m'ont utilisé pendant des années. Mon argent, mon temps, ma culpabilité, mon silence. Et quand j'ai cessé de donner, ils ont pris. Quand j'ai essayé de les tenir responsables, ils ont riposté. Et quand ils ont perdu, ils sont quand même revenus en rampant. Non pas pour faire amende honorable, mais pour reprendre le contrôle. La différence maintenant, c'est que je sais qui ils sont. Et je sais qui je suis sans eux. Plus forte, plus calme, plus lucide, plus silencieuse peut-être, mais pas muette. Parce que quand les gens vous montrent à quel point votre confiance compte peu pour eux, vous cessez de parler leur langage. Vous parlez en porte close, en adresse non répertoriée, en numéro changé et en messages vocaux non retournés. Et quand ils se présentent enfin dans votre rue, essayant de tester cette dernière limite, vous les laissez voir votre visage une dernière fois, juste assez longtemps pour qu'ils réalisent que la porte à laquelle ils frappent ne mène plus nulle part où ils sont les bienvenus. Et puis vous partez pour de bon. La dernière grande nouvelle. Je pensais vraiment que c'était tout. Nouvelle ville, nouvelle maison, nouveau numéro. J'ai tout changé. Personne ne savait où j'étais. Pas de lieu partagé, pas de réseaux sociaux publics. J'étais enfin libre. Du moins, c'est ce que je pensais. 6 mois après mon déménagement, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. Pas un email, pas un appel téléphonique, une lettre physique, manuscrite, sans adresse d'expéditeur, juste mon prénom sur l'enveloppe, épelé correctement de la manière exacte dont ma mère l'a toujours utilisé, le bave-doux à la fin, pas l'orthographe plus dure que tout le monde adopté par défaut. Je l'ai fixée un moment, je ne l'ai pas ouverte tout de suite, je ne l'ai même pas touchée. Je suis entré, je l'ai posée sur le comptoir, et je l'ai regardée comme si elle pouvait exploser. Une partie de moi voulait la brûler sans la lire, mais la curiosité a gagné. À l'intérieur, il y avait une seule page. Pas de salutation, pas de date, juste ceci, nous vendons la maison. Les choses ont changé. Tu devrais venir avant qu'elle ne disparaisse. Tu voudras peut-être la voir une dernière fois. Certaines de tes affaires sont encore ici. Pas de nom, mais je n'en avais pas besoin. C'était eux. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas la tentative de me contacter. C'était le ton. Comme si rien ne s'était passé, comme si nous étions toujours une famille normale avec des détails à régler. Comme si s'introduire chez moi, me voler, mentir, me poursuivre en justice, puis me tendre une embuscade devant ma maison n'avait pas tout anéanti. Je n'ai pas répondu, mais ça m'a irrité. Vendre la maison signifiait qu'ils étaient sérieux. Peut-être qu'ils déménageaient, peut-être qu'ils essayaient de réduire leurs dépenses après les dégâts, peut-être qu'ils essayaient de fuir. Je m'en fichais. Je n'avais besoin de rien de cette maison. Mais quelque chose me démangeait. L'idée qu'ils emballent le peu de preuves de mon existence qui restait et les jettent comme des ordures. Alors j'ai pris une décision. Je suis revenu une dernière fois. Je ne suis pas allé à la maison. Je n'ai contacté personne. Je me suis juste garé à un pâté de maison. Je suis passé comme une étrangère. Capuche relevée, tête baissée. C'était vide. Le porche était nu. Pas de meubles. Pas de carillon. Les rideaux avaient disparu. Un panneau à vendre devant. L'herbe morte, la peinture écaillée aux fenêtres. L'endroit semblait évidé, comme s'il avait vieilli de 20 ans en 6 mois. Et à ce moment-là, je n'ai rien ressenti. Ni tristesse, ni nostalgie, juste une étrange satisfaction tranquille, comme de regarder un décor de film être démoli après la scène finale. Ils n'étaient pas chez eux. Les lumières étaient éteintes. La porte du garage était à moitié ouverte. À l'intérieur, je pouvais voir quelques cartons empilés près du mur. J'ai continué à marcher. Cette nuit-là, j'ai écrit ma propre lettre,
juste une phrase, il ne me reste plus rien à récupérer. Je ne l'ai pas envoyé, je l'ai juste plié, glissé dans le vieux livre et vidé et les scellé pour de bon. Quelques semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles par quelqu'un d'éloigné. Ils avaient déménagé hors de l'État, dans un endroit plus petit, sans amis proches, sans liens sociaux. Ma sœur avait emménagé avec un type qu'elle connaissait à peine et avait cessé de répondre à leurs appels. Leur monde était enfin devenu assez petit pour correspondre à la taille de leur choix. Moi, j'ai recommencé. Vraiment, cette fois. J'ai rejoint un groupe de course, je me suis remise à la pige, je me suis fait des amis qui ne posaient pas de questions sur ma famille parce que je ne les mentionnais pas. Plus de défense d'eux. Plus d'espoir qu'ils changent. Juste vivre. Une nuit, je me suis assise sur ma véranda, regardant le soleil disparaître derrière les arbres. C'était toujours calme. Et j'ai réalisé quelque chose. L'histoire ne s'est pas terminée quand je les ai coupés. Elle s'est terminée quand j'ai cessé d'attendre des excuses. Elle s'est terminée quand j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils comprennent. Et dans cet espace où la douleur était autrefois, il y avait enfin de la place pour autre chose. La paix. Non pas parce qu'ils me l'ont donnée, mais parce que je l'ai construite moi-même. Et personne n'a le droit de me la prendre.